Bonjour, bienvenue à l'Académie d'agriculture de France. Depuis 2017, nous participons aux Journées européennes du patrimoine. Et pour coller au thème national de cette année 2023, qui est le patrimoine vivant et le patrimoine du sport, nous avons choisi un thème qui colle bien aux objectifs de l'Académie. Nous avons travaillé sur le cheval et plus particulièrement sur les chevaux de course au trot et course au galop essentiellement, mais également sur les autres utilisations du cheval, autres sports équestres, et également rappeler que le cheval est un produit agricole, donc il sert également dans les fermes, dans les exploitations agricoles, pour d'autres choses que le sport. Bienvenue, donc nous sommes le 16 septembre, nous avons 4 sessions à 10h, à 11h, à 14h et à 15h, dans lesquelles nous présenterons les courses, mais également vont participer 4 grands experts des courses au trot, d'abord avec Alain Pagès, qui est en même temps le conservateur à Grosbois du musée du trot, puis un ancien entraîneur de galop, ensuite Pierre Julienne, qui est un membre de l'Académie d'agriculture, qui a été président des éleveurs de trot, propriétaire de chevaux, mais également de bovins, puisque le cheval est dans les exploitations agricoles. Et ensuite Alain Brière, qui nous parlera en tant que maire d'une commune de la Manche, le projet qu'il y a de faire labelliser les courses qui ont lieu sur la plage de Joulouville par l'UNESCO, puisque c'est du patrimoine immatériel. Et puis notre secrétaire perpétuel, bien sûr, Constant Lecoeur, présentera à chaque fois les activités de l'Académie, et moi-même je présenterai un peu les autres utilisations du cheval, notamment les utilisations à caractère assez agricole avec les races de trait. Alors rapidement, parce que bon, vous êtes venu pour le cheval, hein, mais cette académie, c'est 120 membres titulaires français, 60 membres associés étrangers, et on a également des correspondants, à la fois français et étrangers. Hein, c'est pour dire que dès l'origine, hein, des Washington, des Stevenson, des Liebig, des Humboldt, des noms que vous connaissez, ont été membres de cette académie. Et pour dire que toujours l'ouverture, y compris sur l'étranger. Alors depuis, parce qu'on a eu un président qui était, même à ses 100 ans, il était encore président, hein, parce qu'on peut être président qu'un an, mais il devenait vice-président, il redevenait président l'année après, etc. Il y a eu un âge limite, et puis l'âge limite aujourd'hui, il est de 75 ans. On reste toujours membre de l'Académie, mais émérite ou honoraire. Et nous sommes des membres élus, proposés par les sections. Voilà. Je rappelle qu'en fait, on est à la fois pour éclairer les citoyens et les décideurs, préparer ou accompagner les évolutions dans les domaines non seulement de l'agriculture, mais aussi de l'alimentation et de l'environnement. On a 10 sections, c'est-à-dire recrutées dans une section, qui sont variées entre les sciences de la vie, l'environnement, l'alimentation, mais aussi les sciences humaines, l'élevage. Bien sûr, c'est l'élevage aujourd'hui qui est notre vecteur principal. Pourquoi? Parce que le thème, c'est à la fois le sport, en termes de patrimoine, et le vivant. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? On n'a pas choisi la fétuque ou le tactile des prés, ou on a choisi le cheval, parce que le cheval, en tant que image de patrimoine, et le cheval en tant que vivant, et le cheval sport, vraiment, et on a dit finalement le cheval à toute allure, que ce soit le galop, le trot, pourquoi pas le cheval de trait, c'est une autre allure, pour dire que voilà le thème qu'on a choisi. On vous remercie de venir l'illustrer. Alors, au cœur des transitions aussi, cette académie. Bien sûr, après la guerre, il y a eu la reconstruction, la production, se nourrir, produire, exporter, les Trente Glorieuses. Et aujourd'hui, il y a des transitions à préparer. Défis climatiques, avec cette décarbonation des productions,
les défis technologiques, quand on regarde la génomie aujourd'hui, quand on regarde les robots, pas seulement de traite, hein, mais aussi des robots aujourd'hui par rapport à la protection des plantes. La génomie, quand on voit que la génomie, c'est comment on sélectionne les plantes en gestion de données avant de les mettre sur le terrain. C'est plus autant d'expérimentation qu'avant. Donc comment de la science passer à l'innovation, c'est vraiment là aussi notre terrain de travail. Et pour le faire, des thèmes variés, inscrits dans l'actualité. Hein, je vous en cite quelques-uns ici, hein, mais les retenez pas tous. Hein. Le principal, c'est de montrer que ça peut être du statut d'animal, que c'est aussi en termes de société, comment l'animal est reconnu. Et on sait bien qu'on est quand même, si je prends l'alimentation, si je prends l'agriculture biologique, si je prends la gestion de l'eau, on est bien au cœur de nos problématiques. Un bureau, le bureau avec une présidente cette année, je vous ai dit tout à l'heure, un président annuel. On commence par un vice-président, l'année président, et ancien président, ancienne présidente. Et on a un secrétaire perpétuel, moi-même, assisté d'une vice-secrétaire, et un trésorier perpétuel, lui-même assisté d'un vice-trésorier. 7 membres du bureau, et cette année, voilà, on aura même l'an prochain, vraisemblablement, un bureau plutôt féminin. Et ça, c'est l'air du temps aussi. La qualité d'agriculture, elle récompense et l'encourage. Ça peut être par l'ensemble de son parcours, médaille d'or. Ça peut être sur le doctorat. Les jeunes docteurs, et on a tous les ans une dizaine de docteurs, mais ils sont analysés à travers une centaine de doctorats pour savoir quels sont les meilleurs, quelle est la science qui avance, et comment récompenser ces jeunes. Des trophées, ça peut être sur la valorisation du bois, mais ça peut être aussi des jeunes. Vous verrez tout de suite que la jeunesse fait partie de notre aussi manière de transmettre le savoir. Comment associer des jeunes, qu'ils soient des jeunes qui fassent des concours, un concours Mike IT Agri, c'est comment, à partir de la nouvelle technologie, faire, et de l'alimentation aussi, faire une alimentation, une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, etc. Mais c'est aussi, je filme le métier qui me plaît, avec les jeunes scolaires, ça peut être aussi recevoir ici, dans nos séances, des étudiants. Donc partager avec un large public, transmettre, fait partie vraiment de nos défis, avec cette séance hebdomadaire, des colloques, un mensuel, une encyclopédie. J'insisterai sur 2 choses, je vais y revenir. Pourquoi? Parce qu'on a comme ambition transmettre, c'est l'un des défis du projet stratégique, et des actions en développement. Présent sur les réseaux sociaux depuis 7-8 ans, mais c'est aussi la chaîne YouTube. On a plus de 2000 aujourd'hui abonnés à notre chaîne YouTube. Toutes les séances publiques ici sont enregistrées ou diffusées en direct, ou diffusées en différé. Et l'encyclopédie, c'est les 2 points sur lesquels j'insisterai, parce que c'est vraiment vers le grand public que l'on fait ces actions, et j'y reviendrai. Voilà. Donc accès, vous allez sur le site internet, vous pouvez aller à la chaîne YouTube, et vous pouvez aller à l'encyclopédie. Si je vais à la chaîne YouTube, voilà, vous avez multiples sujets. C'est l'agriculture de conservation des sols, ça peut être la viande cellulaire, c'est possible, ça peut être réponse des arbres, ça peut être la santé des céréales, et on a eu des séances aussi sur le cheval. Donc voilà, les ondes électromagnétiques, quelle influence sur l'environnement et nous-mêmes. L'encyclopédie, objectif, c'est vraiment informer le grand public sur ces domaines d'agriculture, d'alimentation, d'environnement. 3 gammes. Questions sûres, un sujet traité en 4 pages maximum et relu tous les 2 ans. C'est repères. On s'interroge sur l'opinion répondue. Les fausses idées, les fausses. Voilà.
hein, et puis avec tableau chiffré, commenter quelle est aujourd'hui une vision objective, et des vidéos. Hein, donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si on est pas loin de 600 d'ailleurs, documents en ligne. L'accès à ce public est très simple, c'est pas grand thème. Ces grands thèmes, je prends forêt, filière bois. Vous savez, sur filière forêt bois, qu'est-ce qu'on peut dire sur la forêt face au risque, incendie par exemple, la gestion durable des forêts, qu'est-ce que ça veut dire? Forêt et société, hein, comment aujourd'hui, on a aussi sur les plages la même chose. Bon, là, nutrition, métabolisme des plantes, comment les minéraux sont assimilés, transportés dans les racines. Un riche fond documentaire, 35 000 volumes, que vous verrez tout à l'heure de vôtre en bas, il y en a dans les caves. Dans les caves, d'ailleurs, vous avez dû voir en rentrant qu'il y avait une inondation en 1910. Non, vous n'avez pas vu hein, la hauteur ceux qui n'ont pas vu, vous verrez en sortant, ce qui veut dire qu'il y a toujours un risque. Hein, et qu'à chaque risque d'inondation, on se précipite ici pour remonter les ouvrages s'il faut le faire. On participe à des événements, c'est le cas d'aujourd'hui, mais journée d'agriculture, salon d'agriculture, exposition Pierre Joseph Redouté, on en parlera en haut. Année du bicentenaire Louis Pasteur. Louis Pasteur a été membre de l'Académie en 1872 ici, et bien sûr on a été associé à tout ça. Alors pour résumer, une passion, connaître, et je suppose que si vous êtes là, c'est par curiosité pour connaître, mais aussi dans le son transmettre. C'est notre rôle aujourd'hui aussi de vous transmettre, et on va faire avec le grand spécialiste, je sais, ce Pierre Julienne, à toi Pierre, qui est aussi membre de l'Académie. Vous reconnaîtrez les membres de l'Académie, on n'a pas d'uniforme, on a une cravate. Je suis éleveur propriétaire de chevaux et de bovins en Normandie, sur 140 hectares avec 3 salariés, et donc c'est mon activité majeure, pratiquement unique. Pour parler du cheval, quand on parle cheval en général, on est attiré par cet animal parce que c'est un animal en général élégant, avec cette grande encolure, une jolie tête, qui a de jolies formes. C'est un animal qui est très proche de l'homme depuis la nuit des temps. Pour quelle raison? Probablement parce que la fuite et la défense du cheval. Lorsqu'un animal est attaqué, il a différents moyens de défense. Le taureau il coule, le chien il mord, le cheval il fuit. Et donc cette fuite, l'homme a essayé de la mettre en valeur pour aller à la chasse, pour poursuivre, pour se déplacer, pour travailler. Et donc c'est devenu le compagnon pour la chasse, les déplacements, le travail. Et c'est probablement parmi les animaux domestiques celui qui de tout temps a été le plus proche de l'homme. Et pour cet ensemble de raisons, on dit, et j'en suis absolument convaincu, et je peux en témoigner, que parmi toutes les espèces domestiques, le cheval est certainement l'animal le mieux traité. Je n'occulterai pas le fait qu'il y a toujours un imbécile de temps en temps qui va faire n'importe quoi, mais c'est marginal. Mais les chevaux, on les aime, on les traite bien, d'une façon très générale. Quand on parle cheval, faut savoir qu'on a à peu près 1 million de chevaux en France, toutes races confondues. Et il y a différents secteurs, le secteur du sport, ceux qui sautent, ceux qui font du dressage, ceux qui se promènent, le loisir. Et puis il y a les courses, qui est le sujet d'aujourd'hui. Dans les courses, il y a 2 grands groupes de courses. Il y a les courses de galop et les courses de trot. Les courses de trot, pour faire simple, c'est avec les petits subtils, les petites charrettes. Et il y a des courses au trot monté également. Et puis les courses de galop, qui sont vraiment à l'origine des courses, et les courses naturelles, l'allure naturelle du cheval et du galop. Et dans les courses de galop, il y a 2 familles, il y a les courses plates et les courses à obstacles. Alors pourquoi le trot? Le trot s'est développé parce que lorsqu'on a voulu utiliser le cheval pour se déplacer, avec une petite carriole pour aller au marché, pour transporter des marchandises, si vous attelez un galopeur et une petite charrette, le galop n'est pas du tout adapté. Le galop est un anneau enroulé, bas, da, boum, et un mouvement plus ou moins circulaire, si bien que les brancards sont sans arrêt secoués et c'est très inconfortable. Par contre, si vous attelez un trotteur, allure à 2 temps, 1, 2, la ligne du dos ne bouge pas et à ce moment-là, c'est très facile. Donc les courses au trot ont été développées pour les besoins de l'attelage. Donc il y a 2 grandes familles, le trot et le galop. Juste pour vous préciser un petit peu, il
il y a environ 30 000 chevaux de course. Il y a plus de 200 hippodromes qui organisent des courses. Les plus importants sont en région parisienne, Longchamp, Auteuil pour le galop, mais Saint-Cloud, etc. Et pour le trot, Vincennes et Enghien. Mais dans toutes les régions, il y a des petits champs de course un peu partout. Beaucoup dans l'ouest, c'est vrai. Pourquoi? Parce que région d'élevage, l'élevage, c'est faire pousser de l'herbe, et pour élever, il faut mieux avoir un climat tempéré. Donc tout l'ouest de la France, tout l'arc atlantique est favorable à l'élevage, chaud, humide, et donc il y a une concentration d'hippodromes peut-être un peu plus importante, mais il y en a sur tout le territoire, dans le sud-ouest, dans l'est. Alors on parle du cheval, et aujourd'hui on a voulu axer le cheval, passion, et le cheval à travers la culture. Je le disais tout à l'heure, le cheval a toujours été très proche de l'homme. Et sur le plan culturel, il a toujours attiré les plus grands artistes. Le nombre de tableaux que vous voyez avec des représentations de scènes de course, je le disais, le cheval est élégant, mais en plus de ça, toutes ces couleurs, les kazakhs, c'est beau. L'organisation des courses s'est faite à travers des associations. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un propriétaire, alors ça remonte à peu près à la cour du 19e siècle, qui lançait un défi à son voisin en disant « j'ai un cheval, il est excellent, je pense qu'il est meilleur que le tien ». Et naturellement, on lui dit « attends, c'est pas prouvé, rendez-vous dans mon parc cet après-midi, on va faire une course, on va voir lequel est le meilleur ». Et puis de deux, c'est passé un peu plus nombreux, et puis ils se sont amusés comme ça, et puis pour s'amuser un peu plus, ils disaient « je te parie 100 sous que le mien est meilleur que le tien », etc. Donc le jeu s'est greffé un peu dessus. En plus de ça, le jeu, les courses sont très favorables au jeu parce que c'est sur un moment court. Quand vous avez un match de football, alors maintenant ils vous disent à quel moment un tel va marquer un but, etc. Enfin, je ne connais pas grand-chose dans le sport. Le jeu sur le sport, tout du moins. Mais les courses, c'est un peu plus simple et c'est rapide. En plus de ça, vous pouvez organiser une compétition avec une quinzaine de partants. Donc il y a de l'incertitude, il y a du nombre, etc. C'est pour ça que les courses ont attiré le jeu. Et le jeu fait partie intégrante des courses. On en parlera après. Néanmoins, l'origine des courses, c'est des gens passionnés par le cheval, et puis qui cherchaient à sélectionner leurs meilleurs chevaux pour savoir si le sien était meilleur que celui du voisin ou l'inverse, et qui organisaient les courses. Et ça s'est organisé, comme je vous l'ai dit, d'une façon très pratique, autour d'une personne ou deux, et puis ils ont fait une petite société de course. Quand je vous disais qu'il y a plus de 200 hippodromes, il y a plus de 200 sociétés de course. C'est-à-dire que chaque hippodrome a son association. C'est une association innocente, et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ce sont des bénévoles qui consacrent leur temps gratuitement pour organiser des courses avec des commissaires, avec une commission, etc. Enfin, toute une organisation derrière. Et ça, c'est mu par la passion que l'on a pour le sport et pour le cheval. Donc les sociétés de course sont organisées d'une façon bénévole. Je vous disais... Peut-être passer aussi la parole à Alain Pagès. Oui, tout à fait. Alors, j'avais terminé tout ça. Sur le plan culturel, et sur cette passion, on a demandé un témoin, M. Droyer-Dupré et Alain Pagès. J'ai laissé la parole à Alain Droyer-Dupré, on vous l'a présenté tout à l'heure, qui a été un des plus grands entraîneurs de Chantilly. Chantilly est le plus grand centre d'entraînement de France et un des centres d'entraînement majeurs, j'allais dire, dans le monde. D'abord parce que c'est un endroit absolument merveilleux, avec des espaces exceptionnels. Et donc Alain Droyer-Dupré a été entraîneur, tête de liste des entraîneurs, et entraîneur de Kazakhs extrêmement renommés, dont Lagacan, qui était une de vos grandes Kazakhs, vous en avez eu d'autres, mais bon, c'était 42 ans. 42 ans de présence. Je vais vous laisser la parole parce que vous allez mieux vous présenter, malgré votre modestie, mais n'hésitez pas à nous faire partager votre parcours, votre passion, et nous dire un petit peu cette relation passionnelle entre l'homme et le cheval. Comment vous l'avez vécu et comment vous la vivez. L'exposé de M. Julien est très complet. Effectivement, à Chantilly, il y a 2500 chevaux à l'entraînement. Donc c'est un centre d'entraînement extrêmement performant qui a eu de nombreux résultats à l'étranger, notamment surtout les grands pays de course comme l'Australie, les États-Unis,
On était en Allemagne, à Dubaï, on va courir, les meilleurs chevaux vont courir à l'international. Le pur sang est très international. Et le pur sang est un cheval qui est beaucoup plus précoce que beaucoup d'autres races, et il est sélectionné sur sa précocité, ce qui fait que ça oblige à pratiquer un entraînement particulier, parce que si on peut pas, à 18 mois ils sont déjà au travail, les chevaux, et si les chevaux ne commencent pas très tôt, c'est rare qu'ils deviennent très performants, parce que c'est un peu comme les athlètes, il faut commencer très très tôt, avec un entraînement très dosé sur les jeunes chevaux pour les laisser grandir tout en travaillant. Et il faut qu'ils soient actifs très jeunes. Et il y a des haras qui élèvent d'une façon plus ou moins précoce aussi. Nous, quand on les touche à 18 mois, et il y a des chevaux qu'on sent qui vont être précoces et d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'est tout un dosage à faire. Les grands entraînements qui marchent bien, on travaille sur entre 100 et 250 chevaux. Parce qu'il y a besoin de masse de beaucoup de chevaux pour sélectionner. En réalité, les courses pour nous, à haut niveau, c'est de la sélection. Ce sont des grands propriétaires qui ont des grands élevages et ils demandent à leurs entraîneurs de leur quantifier la valeur de chaque cheval. Et ils acceptent très bien qu'on leur dise qu'un cheval n'est pas doué, ils acceptent très bien aussi qu'on leur dise, ils préfèrent qu'on leur dise qu'il est très bon. Et après, on l'utilise en course et on choisit la carrière de chaque cheval suivant ses moyens, suivant ses aptitudes. Alors il y a le choix de la distance, il y a le choix du niveau de la course, et puis après, on n'hésite pas, quand on monte les échelons, à aller vraiment sur la grande compétition internationale. Et c'est ce qui est passionnant, et c'est ce j'ai arrêté il y a 1 an et demi, et ce qui me manque maintenant, c'est de ne pas voyager, parce que on a passé des moments formidables très loin, mais ça se passait bien, donc c'était très agréable. Alors on travaille avec des grosses équipes, c'est-à-dire qu'il faut à peu près un homme pour 3 chevaux dans un centre d'entraînement bien tourné, ce qui devient un problème parce qu'on a beaucoup de mal à trouver suffisamment de cavaliers, parce qu'on a besoin sur ces jeunes chevaux de cavaliers assez légers. Et les hommes maintenant sont tellement bien nourris jeunes qu'on a de plus en plus de difficultés. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans nos équipes. Maintenant, on a une majorité de femmes parce qu'elles sont beaucoup plus légères que les hommes, et puis qu'elles aiment les chevaux, qu'elles sont très... alors, elles peuvent parfois manquer de force, mais elles le compensent par un doigté, et en réalité, moi j'ai eu des cavalières assez exceptionnelles qui ont monté tous nos champions. Et c'était passionnant de travailler avec elles, parce qu'il y a un tel amour du cheval que c'est communicatif. Alors vous avez le contact avec le cheval, il existe en 2 points. Il existe le cavalier avec son cheval, parce que le cheval est monté tous les jours et est entraîné, et aussi l'homme à pied avec son cheval. Et souvent sur les champions, on avait 2 personnes différentes, celui qui montait, et qui est très bon, et l'homme qui était à pied, qui crée un contact et une confiance avec un cheval. Et ça, c'est primordial pour la qualité des bons chevaux. Et il y a un très bon test quand on va dans une écurie, vous ouvrez la porte d'un box. Dans certaines écuries, le cheval viendra vous voir, et ça prouve que ce sont des chevaux qui aiment l'homme, qui sont habitués à l'homme, et d'autres qui, au contraire, vont vous tourner le dos. Et ça, c'est pas très bon signe. Ça prouve qu'il y a un entourage à l'entraînement qui n'est pas assez près des animaux. Alors voilà ce que je peux dire. Moi j'ai commencé très jeune par les sports équestres. Mon père étant ingénieur agronome et directeur d'un rat national. Donc ça a été toute ma jeunesse. Et après, ai-je mal tourné ou bien tourné, mais je me suis dirigé plus vers, ayant fait la compétition sports équestres, après je me suis dirigé vers les courses, en passant par l'élevage, par 9 ans d'élevage. Et puis j'ai eu la chance de faire mon service militaire à Fontainebleau aux sports équestres, où j'ai rencontré un homme exceptionnel qui s'appelait Jacques Le Goff, qui malheureusement n'est plus de ce monde, et qui est devenu après, d'ailleurs j'ai passé 2 ans avec lui, et qui est devenu après l'entraîneur de l'équipe américaine, qui a été vraiment champion, lui-même avait été champion olympique, mais qui a été vraiment très 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 performant dans le monde entier. Et je dois dire que c'est peut-être mon passage avec lui qui m'a fait penser à commencer à entraîner et à me tourner vers l'entraînement du cheval de course. Donc il y a un rapprochement à faire. J'ai toujours plaidé pour le rapprochement de toutes les spécialités du cheval,
moi je suis ravi de voir un trotteur quand on va à Vincennes, maintenant en plus les trotteurs ils sont devenus magnifiques physiquement. J'aime tous les sports qui se rapprochent au cheval, et malheureusement ben, on est un peu dans des... Et c'est vrai dans tous les pays, hein, où je veux pas mal voyager, on parle des courses, ça sert aux gens des sports équestres et ils ne sont pas très attirés, et inversement. C'est très dommage parce qu'un cheval reste un cheval, et ben, c'est le même animal, c'est le même problème, c'est toujours passionnant d'arriver à trouver la solution pour un cheval qui vous pose un problème. Le cheval parfait n'existe pas. J'ai eu la chance d'entraîner des vrais champions, même des chevaux comme Zarkava qui ont été invaincus à très haut niveau. Et chaque cheval a son petit point faible malgré tout. Le cheval parfait, c'est très rare. Un mythe. Oui, ça n'existe pas. Et donc, ça fait le côté passionnant de ce métier, c'est qu'il faut tous les jours essayer de sentir comment faire. On monte en puissance le travail, et surtout on travaille sur des jeunes chevaux de 18 mois, et il faut vraiment sentir tout le temps si on peut faire plus, parce qu'il y a une maturité physique et une maturité mentale chez le cheval qui vont ensemble, et si on va plus vite que lui, on va 9 fois sur 10 vers un échec. Donc il faut arriver à doser tout le temps, et quand on dose bien, ben, on se rend compte que le cheval évolue, mais sans... Il faut que ça vienne naturellement, il faut que ce soit lui qui dit « je peux faire plus », il faut l'écouter. Si vous vous imposez trop, vous n'êtes pas sûr de gagner. Et chez le pur sang, c'est très important parce qu'il est vraiment... le pur sang est un cheval sensible et assez douillet, il n'aime pas trop souffrir. Donc il faut essayer de le mettre dans un bon confort pour qu'il soit heureux de faire ce qu'on va lui demander de faire. Donc c'est toute une ambiance, quand vous avez autour de vous, moi j'étais toujours à cheval avec mon équipe, quand vous avez 40 cavaliers autour de vous de bonne qualité, c'est formidable parce qu'on est heureux d'être là tous les matins. Étant moi à cheval, je pouvais aller parler avec eux facilement, alors que vous êtes à pied, vous pouvez pas, ils sont trop loin, vous ne pouvez pas leur parler. Et essayer de construire le mieux possible chaque cheval. Alors chaque cheval a un propriétaire aussi. Alors il faut aussi avoir des relations avec le propriétaire. Beaucoup de gens ont des chevaux pour des raisons différentes. Il y a des gens, c'est des traditions familiales, d'autres ce sont des gens qui, jeunes, ont été aux courses et puis se sont dit si je réussis dans la vie, je peux m'offrir un cheval, je me l'offrirai. Et puis un jour, ils peuvent le faire. Et ils viennent vous voir, ils vous disent voilà, j'ai acheté un cheval, est-ce que vous pouvez l'entraîner? Et puis vous essayez de leur donner satisfaction et surtout de leur rentrer dans le système pour qu'ils comprennent bien comment ça se passe, qu'ils fassent l'éducation C'est très long, je crois, pour un propriétaire de vraiment comprendre tout ce qui se passe. Et c'est à nous d'ouvrir un peu nos portes et de leur expliquer comment ça se passe. Et je pense qu'on peut encore plus... aux courses, c'est la même chose. Moi, je dois dire qu'à chaque fois que j'ai eu des gens qui étaient aux courses qui m'ont posé des questions, j'ai toujours été très heureux de répondre et de communiquer parce que finalement, on partage un cheval si vous jouez un cheval, vous l'avez un peu à vous pendant la course. Et puis après... C'est tout un milieu de compétition, et puis il y a nos grands jockeys, nos grands pilotes, et puis nos cavaliers du matin. Tout ça, c'est une équipe, et on vit ensemble, et on va vers le même but, c'est de réussir et de gagner les courses. Et ça, c'est pas tout à fait... Il y a une compétition très forte, surtout quand on va à l'étranger. Et je crois que ça, c'est important de maintenir le drapeau français. J'ai eu la chance de faire sonner assez souvent la Marseillaise à l'étranger, et je trouve que c'est toujours une satisfaction parce que c'est une culture française qu'il faut développer et maintenir. Ça fait partie de la culture française, je pense. Merci beaucoup, Alain. On a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un d'aussi éclectique, d'avoir quelqu'un, vous l'avez compris, qui est venu du monde des chevaux de sport à travers vos origines, votre père, qui a passé par l'élevage avant de se spécialiser dans le trot. Et je retiendrai dans votre intervention quelque chose qui est constant, c'est le ressenti, le sentiment entre l'animal et l'homme. Vous avez parlé du cavalier à pied. Le cavalier, celui qui le monte, semble primordial, mais celui qui l'accompagne aux courses, qui le soigne au quotidien, l'échange qu'il peut y avoir entre l'homme et le cheval, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est du domaine du sentiment, hein, d'où la passion qu'on peut développer entre le cheval
et l'homme. Peut-être j'ai un souvenir, moi, de Chantilly, avec ce terrain des Aigles, avec qu'est-ce qui se passe à 5 h du matin, voilà, comment vous le vivez, et aussi la relation des lads jockeys. Moi, j'ai toujours beaucoup communiqué avec mes cavaliers parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir leur avis. Le cavalier et vos assistants, parce que quand vous avez beaucoup de chevaux, vous avez des assistants. Et eux, ils sont très près des chevaux, plus que moi pratiquement. Donc j'ai besoin de... J'avais une façon de faire, c'était de réunir mes assistants une fois par semaine et de parler de chaque cheval. Et de prévoir ce qu'on allait faire avec chaque cheval. Qu'eux, ils sachent vraiment vers quoi j'allais. Et puis eux me remontaient des informations du terrain que moi, je n'avais pas vues et qui m'aidaient à décider ce que j'allais faire. Donc c'est un travail, c'est toute une équipe qui tourne depuis très tôt le matin, parce que les chevaux sont assez inquiets malgré tout. Il faut toujours les avoir très décontractés pour qu'ils soient performants, parce qu'un cheval qui est contracté ne respirera pas en course et fera des contre-performances les unes après les autres. Donc, et le cheval, il a facilement, et il peut en attraper même à l'élevage, des ulcères à l'estomac. Un peu comme les hommes qui sont inquiets. Et ça, c'est très important d'arriver à... Et pour ça, on les nourrit avant de travailler le matin. Il faut absolument qu'ils aient mangé avant l'entraînement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent très tôt pour les nourrir avant qu'ils sortent. Et après, on a 3 groupes ou 4 groupes qui sortent les uns après les autres, montés par des... Alors il y a une chose aussi, c'est que chaque cavalier a son niveau et nous, on doit le connaître, parce que monter des chevaux de course, ça peut être relativement dangereux, on va assez vite. Et il faut bien situer la qualité de nos cavaliers pour savoir quel genre de chevaux on peut leur donner et éviter les accidents. Parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Une chute à 50 à l'heure, on peut se faire mal. Et ça, c'est important. Pour que les cavaliers soient confiants à cheval et que le cheval soit confiant, il faut qu'ils aient un niveau qui corresponde bien. Et ça, c'est pas toujours facile. De temps en temps, on se retrouve dans des situations où on est obligé de donner un cheval trop difficile à un cavalier qui n'est pas suffisant. Et en réalité, ça peut aller à la catastrophe. Mais on fait très attention. Et si un cavalier venait me voir en me disant je ne me sens pas capable de monter un cheval comme ça, on ne posait pas de problème en disant écoute, on va trouver une solution. Donc tout ça, c'est une ambiance d'équipe. Il faut... et puis on va tous vers le même but, c'est la réussite en compétition. Et alors après on a nos jockeys qui sont les grands jockeys vedettes. J'ai eu la chance avec son Altesse le Prince Aga Khan d'avoir toujours à peu près les meilleurs jockeys. Donc c'est quand même un gros avantage. Parce que quand vous avez ces grands pilotes, ils ont un talent fou et ils sont instinctifs, ils ont des réactions très rapides. C'est très amusant de travailler. Et puis souvent, ce sont des gens assez atypiques qui sont dans la vie assez sympathiques. Mais c'est un métier sur le point d'obstacle qui peut être dangereux, hein, qui n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de précautions, ne pas courir des chevaux qui ne sont pas aptes à le faire, pour qu'il n'y ait pas d'incident. Tout ça, c'est un métier comme un autre, il faut le faire à fond. Et puis et aimer le faire surtout. Parce que c'est quelque chose où il y a, comme dans tous les métiers, il y a des choses qui sont répétitives et parfois un tout petit peu ennuyantes à faire, et puis les autres qui sont passionnantes. Et il faut surtout ne jamais lâcher sur l'essentiel. Quand on a des problèmes de méforme et des choses comme ça, souvent il faut aller refaire ses gammes et retourner à l'essentiel, parce que ça veut dire que les bases ne sont pas solides. Donc ça, c'est tout un travail à faire, et au cours des années, on apprend à le faire un peu mieux. Et pour moi, ça m'a passionné toute ma vie, surtout que j'ai changé de spécialité, donc ça a été pour moi passionnant. Un très beau parcours, effectivement. À Joulouville, toute l'année, sur la plage, le matin ou le soir, vous avez les entraîneurs qui viennent s'entraîner avec leurs ski pour bénéficier d'une thalasso gratuite et des bains de mer pour leurs chevaux, pour leurs juments, pour leurs étalons. Et c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis en même temps, il y a un spectacle énorme au moment du coucher du soleil. Le soir, vous avez le sulky qui passe là, devant vous. La mer arrive. Vous avez le soleil qui se couche. Vous attendez le rayon vert. Vous
vous avez votre petit verre de rosé à la main, vous dites le paradis est là. Et c'est comme exceptionnel. Vous parlez de plaisir, vous parlez d'émotion. Je dirais à la limite, c'est exceptionnel. Et donc c'est à ce titre-là que, avec les autres maires des communes concernées, nous avons initié le lancement de vouloir classer, je dirais, dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO ces courses. Parce qu'on ne sait jamais demain ce qui peut se passer. On ne sait jamais les évolutions de la société. Mais c'est notre patrimoine. Depuis 130 ans, les courses existent. Les bénévoles, tous les ans, prennent leur semaine pour organiser, je dirais, ces courses. Et je dirais, c'est du patrimoine humain, c'est du patrimoine culturel, c'est du patrimoine économique, puisqu'en même temps, le cheval, vous l'avez dit, c'est tout un, dans la Manche, c'est un patrimoine économique, d'élevage, d'écurie, de savoir-faire et même de vraies ressources. Nous avons eu, juste à côté de Jouy, à Saint-Jean-de-Thomas, on a eu Idéal du Gazo, on a eu Général du Pommeau. Ce sont des grands cracks qui ont gagné pas mal de choses. Et avec, je me souviens, mon papa me disait, Idéal du Gazo, c'était le boucher qui avait acheté une jambe, à plusieurs. Et puis en fin de compte, par passion. Et en fin de compte, ils ont bien entraîné leur cheval. Et en fin de compte, ils ont gagné. Et là, on retrouve l'émotion, vous avez dit, je dirais le plaisir et le fait de briller les yeux. Donc, c'est ça l'important. Et je dirais ce patrimoine aujourd'hui, moi je suis très content d'évoquer ça avec vous. Vous voyez, parce que mon poil se hérisse peut-être tellement il y a de plaisir. Voilà. Est-ce qu'on peut dire autour de cette émotion véhiculée par le cheval, c'est un bel animal, c'est plein de sensibilité, ça véhicule des émotions fortes. Quand vous avez un cheval qui court, dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire, c'est quelque chose de fantastique. S'il fait une belle performance, même gagner une petite course sur le plus petit hippodrome, c'est un moment d'émotion intense. Et cette émotion-là, vous pouvez l'avoir, elle peut payer assez facilement. Il y a beaucoup d'argent qui circule en apparence autour des chevaux, parce que ça coûte cher. Il y a beaucoup d'enjeux. Il faut savoir qu'il y a un prélèvement d'environ 6% sur la masse des jeux qui vient financer la filière cheval. Et ça, c'est redistribué sous forme de prix de course, dont les plus importants peuvent être richement dotés. Mais les petites courses sont à des niveaux bien inférieurs. On ne vient pas aux courses pour gagner de l'argent. On vient aux courses pour chercher de l'émotion, pour chercher du plaisir et du rêve. Et ce rêve, il est accessible à peu près à tout le monde. Vous pouvez très bien vous mettre une dizaine et acheter un cheval. Vous allez dépenser quelques centaines d'euros ou 1000 euros et vous allez avec ça pouvoir vous faire participer à certains plaisirs. Naturellement, si vous avez 2 chevaux, vous aurez 2 fois plus de chance en ayant une écurie. Il existe des écuries où il y a 50 propriétaires avec 5 chevaux ou 10 chevaux. Donc la copropriété est possible et c'est une voie d'accès assez rapide. Et en même temps, avoir son cheval, avoir une partie du cheval, et en même temps, on suit aussi nos amis. L'ami, il a un cheval, évidemment, on va le soutenir. Donc en même temps, c'est une cohésion de société, je vais jusque-là, où aujourd'hui la société a besoin de cohésion. Le cheval participe à cette cohésion de société, d'échange. On se retrouve autour du cheval, des gens du cheval, on va dire comme ça, je ne sais pas le bon terme, mais en même temps, bien, on va miser peut-être 1 euro, 2 euros, enfin, et en même temps, bien, on regarde et ça crée la société, ça crée des échanges, et c'est, vous avez raison, un vrai plaisir de vivre ensemble. Et en plus, c'est sur la plage, vous avez le coucher de soleil qui se couche, je vais vous dire franchement, le paradis il est là. Et c'est pareil au niveau des éleveurs. Je suis éleveur, le soir, quand je fais mon tour dans les prairies, au milieu de toutes les culières avec tous les petits poulains, les vaches et petits veaux, etc.,
dans de la belle herbe, avec une belle fin de journée, vous avez l'impression d'être au paradis. Et puis quand vous rentrez chez vous, si vous avez un peu de soucis, vous repensez au petit poulain que vous avez vu, qui est peut-être le futur champion, et vous dites, oh, ça va être bien. Vous vous mettez à rêver et vous vous endormez bien. Voilà, juste vous avez du lendemain. Et puis, ce petit poulain-là, quand vous allez le voir courir quelques années après, bah déjà le fait d'être au départ, d'être sur la chute, c'est déjà une victoire en soi. Vous y allez, à la famille, avec quelques amis, vous avez le plaisir de le voir, il participe à la compétition, ça va pas, il est en tête mince, il se fait doubler, bah, la compétition c'est la compétition. Ah mais non, ça va, il revient. Et puis un beau jour, il gagne. Et ce jour-là, vous montez sur votre petit nuage, et ça dure en général quelques heures, quelques jours, en fonction du degré d'émotion. Donc voilà ce qu'on peut essayer de faire passer comme message, c'est que c'est un animal qui est très proche de l'homme, qui est beau, on s'en est aperçu à travers l'aspect culturel. Tous les plus grands artistes y sont intéressés à travers la peinture, à travers la sculpture. C'est un animal vecteur d'émotion, vecteur de rêve, et qui permet aussi de cohésion sociale, de rassembler. Il se crée une espèce de cercle à tous les niveaux. Là, tout à l'heure, on parlait avec Alain Loret-Dupré, avec l'entraîneur. Les plus grands de ce monde, quand ils se retrouvent avec la Gacan, avec le frère Balthémer, etc. Mais même nous, dans le petit pays, moi je connais des gens, le boucher est bien content de me rencontrer sur un champ de course. Ah bah tiens, je ne l'aurais pas approché autrement que là, et ben, c'est une occasion de se rapprocher de moi. C'est un vecteur de beaucoup d'émotions et beaucoup de ressentis. Et puis je rajouterais que le cheval aussi n'est pas insensible à ça. Pour avoir côtoyé ces chevaux, je ne sais pas dans ce jeu, et il est sacrément intelligent. Hein. Il sait exactement à qui il a affaire, et si l'individu en face, l'homme en face, l'aime ou l'aime pas. Et là, il se tourne, il nous regarde autrement. Bon. Il a ce flair, cet instinct où il regarde, il sait que toi, tu vas m'aimer. Et ça aussi, en fin de compte, c'est du donnant-donnant. C'est un animal qui a beaucoup de sensibilité. Cette sensibilité, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il va très bien ressentir votre état d'âme. Si vous arrivez le matin à l'écurie, vous êtes nerveux, le cheval va être nerveux. Si vous êtes très calme, le cheval va avoir tendance à être beaucoup plus calme. Et dans le personnel, on le voit très bien. Moi, j'ai le souvenir, j'avais un entraîneur particulier qui était toujours quelqu'un de pressé, de nerveux. Et là, j'avais des chevaux qui étaient nerveux, qui étaient stressés. Bon, et puis il a quitté l'écurie. J'en ai un autre qui, au contraire, était très froid. Les mêmes chevaux, du jour au lendemain, ont changé complètement de comportement. Notre entraîneur ce matin me disait, c'est le ressenti des chevaux, vis-à-vis du cavalier qui les monte, mais aussi de ceux qui s'en occupent, c'est-à-dire du lac et de ceux qui les accompagnent en course. C'est-à-dire que, voilà, il se passe quelque chose, c'est un animal sensible avec lequel il y a beaucoup d'échanges entre l'animal et l'homme. Et donc mon confrère André Fougeroux est donc un académicien comme moi et bénévole, et il est spécialiste un peu sur le phyto, un peu sur les produits sanitaires. Également, c'est un bon apiculteur, les insectes, oui. Il est également apiculteur, et c'est lui qui bénévolement gère tout le fonds documentaire, ici, en dessous, partout. Il va vous expliquer ça physiquement et numériquement. Et vous avez une exposition sur le cheval de course ici pour aujourd'hui. Vous êtes le dernier groupe, donc on va bientôt plier bagages. Les chevaux vont partir à l'écurie. Bon, l'année dernière, on avait fait quelque chose sur le ver à soie, donc on avait pu mettre des élevages de ver à soie, mais là, les chevaux, c'était un peu compliqué à mettre dans la bibliothèque. Bienvenue ici, et donc vous êtes ici dans ce qu'on appelle la grande bibliothèque, qui nous sert aussi de salle de réunion. Ici autour de vous, vous avez à peu près 8000 ouvrages, sachant que dans toute l'académie, on a environ 40 000 ouvrages, plus les archives manuscrites des académiciens. Donc je suis loin d'en avoir fait tout le tour. Je découvre encore chaque jour des nouveaux trésors. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et qui continuera, j'espère, bien après moi.
Le livre le plus ancien qui est ici est de 1512. Il traite des plantes utilisables par la sorcellerie, pour la sorcellerie, ce qui n'est pas un gage de grande rigueur scientifique, mais enfin bon, c'est comme ça. Après ça, on a beaucoup de livres du 18e, 19e siècle et 20e siècle, bien sûr, sur l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Donc ça traite de tous les domaines, c'est-à-dire que vous avez des livres sur le melon, des livres sur les moutons, des livres sur les vaches, des livres sur les machines agricoles, des livres sur l'irrigation, des livres sur la forêt. Voilà, il y a toutes sortes de domaines dont beaucoup me sont assez étrangers, j'avoue. Donc si vous avez des questions très précises, ça me demande souvent des recherches avant de pouvoir répondre. Voilà, donc on a la chance d'avoir des ouvrages extraordinaires, puisque on a beaucoup d'ouvrages qui ont été dédicacés par les académiciens. C'est-à-dire qu'on a des ouvrages dédicacés de Parmentier, de Pasteur, donc voilà, donc on est très content de ces dédicaces. Et c'est pour ça que même les auteurs actuels, ceux qui nous envoient encore des livres, donc le livre le plus récent, il est de ce matin, et on en a eu aussi un hier. Et en fait, les académiciens qui écrivent des livres, on leur demande de nous mettre une dédicace, de façon à ce que ça personnalise un petit peu le livre et que ça prenne une valeur plus de patrimoine. On a des tas d'autres trésors aussi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout exploré, mais je peux vous raconter deux petites histoires qui sont assez caractéristiques de ce qu'on essaye de faire. En 2017, j'ai un journaliste qui m'a téléphoné en me demandant de voir la pique-poule grise de l'Hérault peinte par Pierre-Joseph Redouté. Alors Pierre-Joseph Redouté, je voyais à peu près ce que c'était, mais la pique-poule grise de l'Hérault, j'avais aucune idée. Et en fait, ce sont des vélins qui ont été peints entre 1806 et 1812 par Redouté, donc qui était un grand peintre, qui est toujours un grand, enfin il reste une référence en matière de peinture de végétaux. Je pense que vous avez tous vu les roses de Redouté. Il a peint beaucoup les fleurs du jardin de Joséphine de Beauharnais à Rueil-Malmaison. Donc c'est ce qui est le plus connu. Mais il avait peint aussi des raisins qui avaient été à la demande de Chaptal, qui voulait moderniser le vignoble français et en faire un vignoble compétitif sur le plan international. Et pour cela, il fallait identifier les variétés. Et donc, il a fait venir de toute la France, et même un peu plus loin que la France, puisque Bonaparte avait déjà envahi le nord de l'Italie, la Suisse, et donc ils ont fait venir des cépages de toutes ces régions qu'ils ont implantés au Jardin du Luxembourg, ici à Paris, en disant, voilà, il faudrait qu'on arrive à s'y retrouver dans tout ce chaos des noms de vignes qui à l'époque c'était épouvantable. Enfin, chaque village avait son nom de vigne, de cépage, et des fois des noms différents regroupaient, caractérisaient la même variété, et puis d'autres fois il y avait des noms identiques qui visiblement c'était deux variétés différentes. Donc il dit qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans, et il avait déjà pressenti l'importance économique de la vigne dans le commerce international. Bonjour. Et donc, un journaliste me dit, je voudrais voir ce tableau. Alors je cherchais, moi je venais d'arriver, vous pouvez vous asseoir, ce sera plus facile. Et du coup, j'ai cherché, au début je n'ai pas trouvé. Et puis un jour, en faisant du ménage à la cave, je trouve un gros dossier de 80 planches peintes par Redouté, des originales. Et quand j'ai téléphoné, alors les spécialistes de ces peintures sont au Muséum d'Histoire Naturelle, donc j'ai demandé, est-ce que vous pouvez venir me confirmer qu'ils sont bien des originaux? Et en fait, les gens du muséum m'ont dit non, mais c'est pas possible, les travaux de Redouté, on les connaît, c'est pas possible. J'ai dit, écoutez, venez voir, on verra bien. Et en fait, ils ont été assez bluffés, ils ont dit, effectivement, c'est bien les originaux. Donc ils avaient été perdus pendant 150 ans. Ils étaient ici en bas à la cave. Voilà, donc on s'est empressé de les faire numériser avec le concours de la Bibliothèque nationale de France, donc des numérisations à très haute définition, de façon à en faire un livre, de façon à ce que le patrimoine et cette iconographie qui date entre 1806 et 1812 soit sauvegardée. Donc voilà, ça fait des planches un petit peu comme celle que vous voyez ici.
Et donc voilà, c'est le genre de trésor qu'on a retrouvé ici, et donc on a une exposition maintenant qui tourne un peu partout en France, essentiellement dans les régions viticoles, et qui présente ces peintures de Redouté. Alors pas les originales, parce que chaque original vaut entre 80 et 150 000 euros. Et donc, voilà, on n'a pas les moyens de faire. Donc les originaux sont dans un coffre, ils ne sont plus à la cave, et donc on les a mis à l'abri. Voilà, donc on est en discussion avec le ministère de la Culture pour savoir ce que va devenir ce patrimoine. Donc vous voyez, il y a encore des trésors. Et un deuxième trésor, c'était il y a 3 mois, une jeune fille qui cherchait, qui travaillait sur un abbé qui s'appelle l'abbé Cotte, que je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne le connaissais pas du tout. Je savais qu'il avait été académicien, mais dans les années 1750. Et donc l'abbé Cotte a enregistré tous les jours de sa vie, enfin pratiquement tous les jours de sa vie. Entre 1750 et 1812, il a enregistré la météo de la même façon, au même endroit, tous les jours. Donc la température minime, maxi, les pluies, la neige, etc. Et tout ça calligraphié. Et cette jeune fille qui travaillait sur une thèse sur la météo me dit: j'aimerais bien voir ces enregistrements de l'abbé Cotte parce qu'il y a des remarques sur la météorologie qui nous intéressent. Et moi je ne savais pas qu'on avait ça, mais alors ils sont là, hein, c'est ces documents verts qui sont là. Et donc elle dit: mais vous vous rendez compte, tout le monde les cherche partout dans le monde. Elle était allée en Italie voir les archives de l'église et tout ça, puisque c'était un abbé, donc je dis peut-être que c'est là-bas. Elle a été aux archives nationales, etc. Et en fait, alors moi je lui dis: je ne savais pas que tout le monde les cherchait, mais bon, elles sont là. Et alors cet abbé Cotte a eu le remarquable talent de mettre fin à une rumeur, une légende qui existait à l'époque, la légende des marées météorologiques. C'est-à-dire que les gens pensaient que la météo, c'était comme les marées, c'est-à-dire ça revenait régulièrement. Alors chacun avait sa théorie, tous les 3 ans, tous les 7 ans, tous les 9 ans. Et en fait, lui, il a dit: ben non, écoutez, ça fait 70 ans que j'enregistre les trucs et il n'y a pas de marée. Ou alors c'est des très grandes marées, mais apparemment votre théorie ça ne marche pas. Donc il a mis à mal cette théorie, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a dit: moi je peux prédire dans ma région le temps à 7 jours. Maintenant j'ai suffisamment de recul avec mes enregistrements pour vous dire dans les 7 jours qui viennent, est-ce qu'il va pleuvoir, il va neiger, voilà. Il dit: je ne me trompe pas trop. Et donc voilà, c'est les prémices de la météorologie un peu scientifique, on va dire. Donc c'est ce fameux abbé Cotte qui était un petit abbé finalement qui était dans la région de Laon, là-bas dans le nord de la France, perdu dans mais qui a fait ses enregistrements et qui constituent les bases de la météorologie. Donc vous voyez, des trésors comme ça, il y en a certainement d'autres. J'espère que j'en trouverai d'autres. Voilà, donc ce que je voulais vous raconter. Alors, on ne prête pas les livres. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent et vous voulez en savoir plus sur un sujet donné, ben, faut prendre rendez-vous. Alors, essayez de me trouver des sujets quand même assez restreints, parce que j'ai des fois des demandes et des gens qui me disent: j'aimerais bien consulter les livres sur l'agriculture. Ouais, alors, il y en a 40 000 ici, hein, donc c'est un peu compliqué. Si vous aviez un domaine un peu plus précis, ça serait quand même plus facile. Voilà, donc, voilà. Mais ceci dit, on reçoit régulièrement des étudiants qui font souvent des thèses d'histoire, quelquefois techniques, quelquefois romantiques. On a eu il y a 2 ans une étudiante américaine qui faisait un travail sur la correspondance entre les écrits des écrivains français du 19e siècle, donc Flaubert, Stendhal, qui y avait George Sand, Victor Hugo, sur les descriptions qu'ils faisaient de la vie à la campagne et la réalité. Alors, les textes des écrivains, ils les avaient, ils les connaissaient même beaucoup mieux que moi, il y avait même des textes que je ne connaissais pas. Et par contre, elle voulait confronter ça à la réalité, aux descriptions réelles. Donc, voilà, elle a fait toute sa thèse sur ça. Donc vous voyez le type de questions qu'on peut avoir ici. Voilà, donc si vous avez des sujets qui vous tracassent en agriculture, en environnement ou en alimentation, vous pouvez prendre rendez-vous et on vous accueillera avec plaisir ici pour vous aider dans vos recherches bibliographiques. Et puis je termine avec un dernier point, c'est qu'on essaie de passer à l'âge moderne. Donc en fait on est en train de cataloguer tout ça sur informatique de façon à ce que ça soit consultable à distance.
Et on a un gros travail avec la BNF pour numériser tous les documents qui sont d'intérêt historique, patrimoniaux, pour les numériser de façon à ce qu'ils soient aussi consultables via les moyens modernes de communication. Et vous avez des étagères ici où il y a des trous. Alors ce n'est pas les souris qui sont venues manger les livres, c'est simplement des séries de bouquins qu'on a transférés à la BNF et qui sont en cours de numérisation, qui reviendront une fois numérisés ici. Voilà. Donc,